Ousseynou Nargueil, ici à Dakar, Loubès. René Lec, ici à Washington. Ousseynou, Loubès-City, je crois que vous voulez parler de la question des marabouts et de la politique, notamment à la suite du décès de Serigne Pape Malick Sy et de Mamadou Bamba Ndiaye. Qu'en est-il, Ousseynou? Alors pourquoi avoir, me semble-t-il, trouvé important d'évoquer les relations entre marabout politique et république, simplement parce que Serigne Pape Malick Sy, porte-parole défunt, qui vient donc de nous quitter, a été impliqué en politique. Pour cela, il a fait de la prison. On sait que au plus fort de la manifestation en 94 contre le régime d'Abdou Diouf, suite à sa réélection, il avait été des manifestations dont son neveu, le Serigne Moustapha Sy, initiateur du mouvement des Moustarchidines ou Al-Moustarchidat, était un des participants aux côtés du Parti démocratique sénégalais que Moustapha Sy soutenait. Et c'est comme ça qu'en même temps qu'Abdoulaye Wade du PDS et d'autres figures de l'opposition, le juste défunt porte-parole de la confrérie Tidiane avait été incarcéré. Mamadou Bamba Ndiaye, qui vient de décéder également et qui a été justement porte-parole d'Abdoulaye Wade et ministre en charge des affaires religieuses. Il y a, me semble-t-il, une négociation constante entre le maraboutique et le politique et la République au Sénégal, qui a trouvé quelque part le bon curseur accepté par la majorité quand le président Senghor, en instituant le code de la famille, a dû reculer devant les assauts des figures maraboutiques qui lui ont fait comprendre que les questions de famille, notamment le mariage, la naissance, le décès, l'héritage, eh bien, ils n'étaient pas prêts, eux et pour leurs disciples et leurs fidèles, prêts à se plier au droit commun, au droit formalisé dans la loi sénégalaise. Et c'est comme ça que Senghor acceptera que le code de la famille, eh bien, ne s'applique seulement à ceux des Sénégalais qui veulent bien qu'il s'applique à eux. Une question qui me vient à l'esprit tout de suite, Ousseynou, c'est pensez-vous qu'il faille revenir à la création d'un ministère des Affaires religieuses? Alors, mettre en place un ministère des Affaires religieuses, écoutez, dans un pays normal, on dirait que le ministère en charge de la gestion des cultes, eh bien, ça devrait être le ministère de l'Intérieur. Sauf qu'on est dans un pays où le ministère de l'Intérieur, c'est déjà, j'allais dire, délesté de l'organisation d'une modalité importante du vivre ensemble, en tout cas du choix de ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire les élections. Je pense en effet que normalement le ministère de l'Intérieur aurait dû être l'interlocuteur et quelque part l'alter ego, s'il ne prend même pas le dessus sur les organisateurs des différents cultes, mais la situation sénégalaise étant assez complexe, on a eu pour la première fois avec Abdoulaye Wade en 2010 la nomination d'un ministre des Affaires religieuses, ou en tout cas en charge des affaires religieuses. Mais Loubès, de votre côté de la planète, René, l'actualité aux États-Unis, c'est encore et toujours le coronavirus, mais également le mouvement Black Lives Matter. Ce mouvement Black Lives Matter, d'ailleurs, qui revêt une tonalité assez particulière aujourd'hui, quand on fait le parallèle avec l'adoration, détestation qu'il y a autour de Faidherbe au Sénégal. La situation est assez critique au moment où on apprend en demeurant que le président brésilien Bolsonaro également a été testé positif. Donc, je crois que la situation sanitaire est à son paroxysme ici aux États-Unis, mais effectivement, je voudrais plus me focaliser sur les effets du meurtre de George Floyd qui a été une poussée importante dans le mouvement Black Lives Matter et qui a une résonance à l'échelle internationale et s'est transformé en mouvement antiraciste
notamment racisme contre les Noirs très fort, mais qui dans nos pays est en train de prendre une tournure très importante, à mon avis, qui est une tournure contre la colonisation, contre le néocolonialisme, contre ses effets. En gros, si on veut utiliser un concept plus englobant, qui englobe à la fois tout cela, colonialisme, néocolonialisme, postcolonialisme, on peut parler de la question de la décolonialité. Et je crois qu'en ce qui me concerne, que c'est un débat fort utile. Et au niveau de CNE+, nous avons publié ces dernières semaines énormément de papiers sur cette question, soit directement sur la statue de Faidherbe, tout le débat qui se prolonge autour de ça. Il y a eu le papier de Khadim Diaye, le papier de Ibader Thiam, Ablaye Bathily, Fadel Dia, Serine Saliou Gueye, donc des papiers très forts, tous très intéressants et qui tous pointaient un peu dans la même direction, celle de la nécessité de procéder à une décolonisation. C'est assez étonnant, 60 ans après les indépendances, de parler de décolonisation du Sénégal. C'est en fait le terme même qu'utilise Pierre Sané dans une émission de CNE+, sans détour. Donc, je crois que c'est une question qui est fort intéressante et ce serait une bonne chose que de voir aujourd'hui, comme le suggère justement Pierre Sané, l'ancien secrétaire général d'Amnesty International, que la jeunesse assure le leadership sur cette question de la décolonisation de notre pays et de nos pays de manière générale. Et j'espère pour ma part que sur cette question de l'éco comme monnaie qui remplacerait le franc CFA, elle se mobilisera, cette jeunesse, pour absolument demander le retrait complet de la France de toute stratégie de changement de la monnaie, qu'elle ne soit en rien impliquée et que ce soit véritablement une affaire de pays africains entre eux. Pour l'instant, on ne semble pas être sur cette voie, mais j'espère que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine résistera et refusera ce qui est en train d'être concocté. Est-ce que ce slogan qui prend forme, qui prend racine, déboulonner Faidherbe, n'est-il pas finalement un rejet de l'universalisme dont on avait pensé que c'est la valeur suprême qui réunit tous les peuples du monde? Oui, Ousseynou, il y a incontestablement un risque d'amalgame. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu de l'autre côté de la barrière sur cette question, qui l'expriment souvent, qui ont un peu cette peur qu'il y ait une sorte d'amalgame et que le réflexe anticolonial aujourd'hui soit perçu comme un réflexe de repli, un réflexe identitaire et de rejet de l'autre, ou même parfois même de rejet d'une dimension essentielle, bien entendu, de notre histoire, qui est celle de la colonisation. Écoutez, je comprends cette inquiétude, mais à mon avis, je pense qu'on peut mener les deux combats de pair. On peut mener un combat anticolonial et mener un combat anti-sectarisme, anti-valeurs féodales ou contre-valeurs, appelez ça comme vous voulez. Et je pense qu'il est tout à fait... les Sénégalais, les Africains comprennent la complexité de ces questions, mais de mon point de vue, il ne fait aucun doute qu'il est dans l'intérêt aujourd'hui des Africains. Et je vais même plus loin, il est dans l'intérêt aujourd'hui de la France, de l'ancienne puissance coloniale, qui reste, quoi qu'on dise, le dernier grand empire colonial des temps modernes. Que cette question-là soit revisité de la manière la plus vigoureuse qui soit. La décolonialité, c'est d'abord la responsabilité des Africains eux-mêmes. Si aujourd'hui l'Afrique est dans ce rapport-là avec la France, ce n'est pas principalement la France le responsable. Les responsables principaux, ce sont les leaders africains, appelez-les néocoloniaux, appelez-les comme vous voulez, et ce sont eux les principaux qui maintiennent ce couvercle-là, qui maintiennent nos pays sous pression sur des sujets qui sont des sujets essentiels qui pourraient permettre de libérer la créativité, libérer les énergies dans nos pays, notamment la question des langues nationales, notamment la question de la monnaie, on en a parlé, la question de la sécurité, cette idée qu'il est important que la France puisse être un allié sur ce terrain-là, mais avec d'autres acteurs
sur la scène internationale et qu'on ne soit plus dans cette sorte dans ce face-à-face avec la France et qui lui permet de tenir en main l'économie et même la sécurité de nos pays. Toute cette approche des relations avec la France, à mon avis, doit être remise en cause. Et pour terminer, je vous dirais ceci. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à mon avis, les gens seraient surpris. Mais il y aurait en France un écho qui serait particulièrement favorable à un tel mouvement. Mais je pense que même au niveau de l'État français, je ne suis pas du tout sûr, contrairement à ce que pensent les tenants du pouvoir, qu'une telle approche où on se libérerait de cette relation qui n'est pas du tout saine, cela ne remettrait pas en cause la qualité, à terme en tout cas, des relations avec la France. Et l'exemple que je donne souvent, c'est celui du Rwanda. Le Rwanda a fait cette rupture-là et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des pays francophones, le Rwanda a certainement les meilleurs rapports avec la France comparé aux autres. Donc, cette idée que se libérer du joug français remettrait en cause notre alliance avec la France ou remettrait en cause le partenariat privilégié qu'il peut y avoir entre nos pays, je pense que cela ne tient pas la route et que c'est simplement l'expression de l'absence de courage, l'absence de vision de nos leaders qui maintiennent nos États dans cet état. Pour insister sur votre conclusion, est-ce que vous considérez que l'universalisme est une valeur qui a échoué et qui va de moins en moins prospérer? Non, je ne pense pas. Je me considère comme un porteur de ce combat contre la décolonialité, mais je peux vous dire, Ousseynou, je suis avant tout même, j'ai presque envie de dire, un universaliste. Que ce soit mon attachement aux États-Unis, que ce soit mon attachement à la France, mon attachement à l'Europe, mon attachement au monde arabe, qui fait partie même de notre culture, mon attachement au combat palestinien, mon attachement au combat juif qui a été un combat contre l'antisémitisme dans pratiquement tout l'Occident, mon attachement à la culture et à l'histoire politique absolument extraordinaire, qui était une histoire politique de référence pour nous en Asie, que ce soit au Vietnam, au Laos, en Chine et au Cambodge ou ailleurs. Donc, je crois qu'on peut être un combattant de la décolonialité et être en même temps porteur d'un message d'universalisme de forte teneur. Et j'espère que la jeunesse va vraiment saisir la balle au bon. Voilà, c'était Loubès. Merci, au revoir. Merci Ousseynou, à bientôt.